Bonjour à tous et bienvenue dans cette webconférence. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Thomas Nuttall avec moi. Bonjour à tous. Thomas, est-ce que tu peux te présenter même si tout le monde te connaît, je pense? Avec plaisir. Donc Thomas, ça fait 5 ans que j'ai rejoint le groupe Finzel, donc en fin 2018. Je suis responsable du service suivi des opérations, donc j'accompagne les consultants de l'acte notarié lors d'un investissement locatif jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement ou la première mise en location du bien. Mais j'interviens aussi énormément dans les différentes galaxies pour différentes formations et des webinaires comme aujourd'hui. Ok, super. Aujourd'hui, je voulais te recevoir parce qu'il y a un sujet, je pense que je suis pas la seule à me poser la question, je pense qu'on est nombreux, c'est de savoir quand on investit dans un bien immobilier locatif, l'intérêt peut-être à un moment de faire gérer ce bien par quelqu'un d'autre que soi-même. Je te expose juste un petit cas parce qu'en fait, j'ai mon ami Karl et son conjoint, ils viennent d'acheter un bien immo locatif. Et ils sont pas d'accord. Karl, il dit ça va pas, on va pas prendre un gestionnaire pour gérer notre bien immo, on va le payer, on est capable de le faire, ça va, c'est rien de donner des clés à l'arrivée du locataire. Et son conjoint, il dit non, tu te rends pas compte, c'est un vrai métier, moi j'ai pas envie de m'embêter avec ça, j'ai déjà ma vie à côté, enfin le but c'est pas que ça empiète sur notre vie. Déjà, j'aimerais qu'on revienne peut-être juste à l'essence de ce que c'est que même juste un administrateur de biens. En quoi est-ce que c'est différent aussi d'une agence immobilière? Ouais. On parle déjà souvent dans le langage commun de l'agence immobilière. L'agence immobilière, si on se tient stricto sensu à ce nom-là, c'est plus une vocation commerciale. C'est plutôt la personne qui va chercher des mandats de vente ou des mandats de location, donc des mandats de transaction. La vente ou la location est une transaction. C'est une fonction très commerciale et son but va être principalement la mise en vente ou la mise en location du bien. Il n'y a pas le sous-jacent de la gestion locative derrière qui est indispensable pour l'investissement locatif. Finalement, la location n'est que la première étape de la gestion du bien. Donc l'agence immobilière, c'est plutôt ça. Je préfère parler d'administrateur de biens. L'administrateur de biens a une fonction beaucoup plus complète. Il va s'occuper notamment du volet locatif, du volet de la location, mais il va gérer le bien, s'occuper principalement de toutes les finances du bien et finalement il va faire en fait comme si c'était lui le propriétaire et le gérer pour le compte du propriétaire, comme si c'était lui, encaisser les charges, facturer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, suivre les travaux, éventuellement payer les charges de copropriété en déduction des loyers qu'il va percevoir. Mais il y a une fonction beaucoup plus complète, beaucoup plus juridique et administrative en fait et un volet très financier plus que simplement commercial. Oui, c'est un quasi-propriétaire dans l'ensemble de l'émission. C'est un vrai professionnel de la gestion locative et pas que de la location. D'ailleurs, sa carte professionnelle est différente de la carte de la simple agence immobilière. L'agence immobilière qui s'occupe de la transaction, de la location, de la vente doit avoir une carte T. L'administrateur de biens doit avoir une carte G, donc portant la mention de gestion locative ou de gestion immobilière. Le gros avantage d'un gestionnaire, donc, c'est qu'il va s'occuper du bien comme s'il lui appartenait, donc il va tout faire pour le compte de l'investisseur. C'est un vrai professionnel qui va maîtriser tout le volet juridique et fiscal. Et gros avantage aussi, c'est qu'en cas d'erreur, il fera fonctionner sa RCP, donc sa responsabilité civile professionnelle. Si un investisseur gère lui-même son bien, il ne sera pas assuré en cas d'erreur dans la gestion. Ok, donc effectivement, il y a quand même pas mal de missions qui divergent de l'agent immobilier, c'est intéressant. En revanche, mon Karl, quand même, il se dit quand même quelque chose, c'est que pour lui, on fait appel à quelqu'un quand le bien immobilier, il est loin. C'est-à-dire que moi, j'ai un ami, par exemple, il a investi à Amiens, il habite à Toulouse. Au début, il s'est dit, ça va, je vais faire les allers-retours pour donner les clés. En fait, c'est devenu ingérable très rapidement, mais il était loin. Là, Karl et son conjoint, ils ont acheté au bout de la rue. Et ils se disent, ça va, au bout de la rue, on va pas prendre quelqu'un, on va pas payer quelqu'un au bout de la rue. Et ils se disent ça comme ça, ils ont pas notion. Est-ce que pour toi... Alors, la distance et le fait d'avoir un bien juste à côté de chez soi va enlever finalement que le volet de la distance kilométrique pour aller gérer le bien. En revanche, on oublie souvent le côté chronophage. Ça prend énormément de temps de devoir gérer un appartement. On peut passer une annonce et avoir 50, 100 contacts de candidats locataires. Il va falloir aller faire les visites. Pré-trier les dossiers, il faut quand même une certaine solvabilité, il faut que le locataire puisse payer un loyer. Si on a un dispositif fiscal comme le Pinel ou autre, il va aussi falloir respecter des plafonds de ressources. Il va falloir demander certains documents, notamment l'avis d'imposition N-2, pour pouvoir checker ces plafonds de ressources. On va avoir beaucoup de choses à vérifier et c'est très très chronophage. Attention aussi aux dossiers locataires, il faut vérifier qu'on a des bons documents et pas des faux. Ça arrive quand même assez fréquemment que les documents soient un peu falsifiés par les candidats locataires pour améliorer un peu leur statut. Donc voilà, il faut vraiment faire sur ce volet
chronophage de la location, risqué de l'étude d'un dossier locataire, et après il faut accepter aussi de suivre son appartement en cas de désordre. On peut avoir une chasse d'eau qui fuit le dimanche, si on gère en direct son appartement, il faut accepter l'appel du locataire un dimanche à 23h parce qu'il a une fuite dans son appartement, ou le volet qui coince, et ainsi de suite. Donc il ne faut pas se décharger quand même de tout cet aspect aussi hyper chronophage et hyper risqué, entre guillemets, de gérer soi-même et de maîtriser le volet du locataire. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte des fois de ce que c'est qu'investir dans l'immobilier. On a l'impression que c'est accessible à tout le monde, que tout le monde le fait un peu aussi, que les gens se débrouillent, etc. Mais en fait, c'est vrai que ça prend un temps fou. C'est pas si simple. C'est quand même une activité où il faut maîtriser pas mal de choses. Un volet fiscal, un volet juridique. Si on parlera tout à l'heure un peu peut-être des garanties locatives, mais si on dit je vais m'assurer contre les loyers impayés, il y aura des formalités à faire. S'assurer, quand on veut déclarer un sinistre en loyer impayé, il va falloir envoyer une mise en demeure à un certain temps, ou faire d'abord une relance simple, ensuite faire un commandement de payer par un huissier, et ainsi de suite. C'est un timing de procédure qu'on doit respecter. Si on respecte pas, l'assurance risque de refuser la prise en charge du sinistre. Et ça, donc du coup, si on le gère soi-même, il faut savoir l'appréhender. Alors qu'un administrateur de biens saura le faire et engage encore une fois sa responsabilité s'il le fait pas bien. Oui, et en plus, souvent, quand on parle d'immobilier de pépins, ça peut coûter cher. On n'est pas sur des choses... on va pas perdre 1 ou 2 euros, quoi. Si on a un crédit en face, en plus, à rembourser, ça peut vite devenir problématique. Si c'est mal géré, ça peut effectivement coûter de l'argent. Quand c'est bien géré et bien assuré, normalement, l'investissement est sécurisé. Ok, super. Alors... Et donc, on va parler argent, parce que c'est pour ça que les gens investissent dans l'immobilier locatif. En fait, quand on investit dans l'immobilier locatif, on veut le revenu le plus élevé possible, alors immédiat ou pour plus tard en tout cas, mais l'idée, c'est le terme qui va avec, c'est rentabilité. La rentabilité, oui. Ouais. Et on se dit, si je passe par un gestionnaire, je vais sécuriser. Ça, on a bien compris, je vais complètement sécuriser mon investissement. Mais par contre, en termes de rentabilité, il va falloir que je le paye. C'est ça, exactement. Tout a un coût. La gestion locative via un administrateur de biens, a effectivement un coût. Alors déjà, la première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la totalité de ce qu'on verse à un administrateur de biens, à son agence immobilière, que ce soit les honoraires de gestion, les honoraires de location, ou même les cotisations d'assurance loyer impayées, détérioration immobilière, protection juridique, vacances locatives ou autres, sont intégralement déductibles des revenus fonciers. Tout ce qu'on paye à un administrateur de biens vient en déduction de ces loyers, en fait, comme une charge, comme des travaux qu'on aurait pu passer. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ça participe finalement à l'investissement locatif, puisque tout est déductible. La deuxième chose, c'est un peu comme tous les placements. Je gère tout seul, j'ai une meilleure rentabilité, mais c'est plus risqué. Je gère via un administrateur de biens, j'ai effectivement des coûts qui vont peut-être baisser ma rentabilité brute. En revanche, elle est sécurisée. Est-ce qu'il vaut mieux une rentabilité à 4 sûr qu'à 6 hypothétique? Ça, après, c'est la fameuse rentabilité risque. C'est ça. Il faut savoir jouer avec le ratio risque et rentabilité. Ok. Donc ça, je vous en parlais, on peut les souscrire, les assurances, les garanties locatives, quand on est un particulier. On peut, par exemple, auprès de son établissement bancaire, on peut s'assurer contre les loyers impayés. Après, en général, c'est quand même plus cher qu'un contrat groupe d'un administrateur de biens. Et surtout, il faut pouvoir maîtriser le timing et les formalités de ces différentes garanties. Il faut savoir quand déclarer le sinistre, savoir quand relancer de façon simple, quand relancer en mise en demeure, envoyer un commandement de payer via un huissier. C'est quand même un timing assez complexe. En cas de non-respect, on pourrait avoir une déchéance de garantie. Et encore, quand on parlait de la sécurisation des investissements, et du coup, là, on a quand même, vous voyez à l'écran, les garanties locatives qui finalement permettent de sécuriser la rentabilité. Elle est certes un peu plus basse puisqu'on a un coût supérieur. En revanche, elle est sécurisée puisqu'on peut se protéger contre finalement tous les risques liés à l'investissement locatif et liés aux locataires. On a les assurances qui garantissent la non-location du logement, donc la carence locative, qui est le vide, l'absence de locataire entre la remise des clés donc d'un appartement neuf jusqu'à l'arrivée du premier locataire. On a la vacance locative, qui elle est l'assurance du vide entre deux locataires, donc après un préavis. On a les garanties contre les non-paiements des loyers, donc les fameuses garanties loyers impayés, qui couvrent la totalité des loyers dus, des charges, mais également des frais de procédure, donc avocat ou huissier. Et on a ensuite des garanties qui permettent de garantir la pérennité matérielle du logement, avec les garanties de détérioration immobilière, donc qui permettent, en cas de départ de locataire avec des dégâts, si le dépôt de garantie ne suffit pas, il faut savoir que dans le NU, il est égal à 1 mois de loyer hors charge. C'est assez faible. Si on loue un appartement 500 €, ce qu'on appelle la caution, le dépôt de garantie, c'est 500 € maximum. Ça ne va pas couvrir grand-chose s'il y avait des problématiques. Donc on a également des assurances qui peuvent couvrir la détérioration du logement en cas de départ du locataire et de non-paiement des dégradations. Ouais, donc c'est vraiment intéressant en fait.
au niveau des garanties. Enfin, en fait, moi, c'est vraiment là que je me dis le plus de l'administrateur de biens, c'est au niveau de toutes ces Ça va sécuriser la rentabilité, surtout la pérennité de l'investissement locatif, finalement, de passer par un professionnel. C'est comme pour tout, hein. Quand on passe par un professionnel... Ouais, bien sûr. Bien sûr. Un autre exemple que vous pouvez voir à l'écran de gérer soi-même. On a par exemple, si on prend le dispositif actuel, qui s'arrête bientôt mais qui est toujours en vigueur, le dispositif Pinel, il faut savoir qu'on peut louer avec un plafond de loyer avec une surface fiscale pondérée. La surface fiscale pondérée, elle s'entend de la surface du logement et de la moitié de ses annexes. Je vous le montrerai tout à l'heure, c'est assez complexe à calculer, mais il faut déjà savoir ce que c'est une surface annexe. Vous pouvez voir à l'écran différentes surfaces annexes. Vous pouvez voir une loggia, un balcon, des terrasses. Toutes ces surfaces annexes ne se pondèrent pas et ne rentrent pas dans la surface fiscale du logement de la même façon. Donc si vous n'êtes pas capable d'appréhender cette surface annexe, vous n'êtes pas capable de calculer sa pondération dans la surface globale du logement, en fait vous n'êtes pas capable de calculer le plafond du loyer Pinel par exemple, et si vous faites une erreur sur le montant du loyer, vous risquez de perdre tout l'avantage du bénéfice. Là à l'écran on voit par exemple 2 types de terrasses, enfin 3 si on compte la toiture terrasse. La toiture terrasse, si elle n'est pas accessible, elle ne rentrera pas en surface annexe. Les terrasses que vous voyez au premier étage qui séparent les 2 logements, elles seront forcément pondérée dans la surface d'un point de vue fiscal, et l'autre terrasse qu'on voit là en l'état, elle sera pas pondérée. Donc on voit qu'on a trois terrasses, et on voit qu'il n'y en a qu'une seule finalement des 3 qui rentrera dans la surface fiscale du logement. Ah oui, c'est quand même en fait beaucoup plus technique que ce qu'on peut imaginer, et sachant que, je sais pas dans les autres villes, mais à Toulouse, beaucoup de gens cherchent la terrasse. Bien sûr, et la surface annexe est indispensable. Ouais, ok. Voilà, vous voyez à l'écran rapidement comment ça se calcule. Normalement, on prend la moitié de la surface annexe dans la limite de 8 mètres carrés. Donc si par exemple vous avez un balcon ou une loggia qui fait 20 mètres carrés, mais vous en prenez que 8, puisqu'il faut le ramener à 8 maximum. S'il fait 10 mètres carrés, on en prend 5. Donc c'est la moitié du balcon ou de la loggia dans la limite de 8 mètres carrés. Par contre, la terrasse, c'est encore autre chose. La terrasse, c'est également la moitié de la terrasse, mais on la ramène à 9 dès le départ. Donc c'est-à-dire qu'une terrasse qui fait 100 mètres carrés, on la ramène à 9 et on en prend la moitié, donc c'est que 4,5 finalement. Donc après, on a rarement des terrasses de 4 où on n'en prendrait que 2 mètres carrés, mais voilà, il faut savoir que la terrasse, c'est une spécificité. On va en prendre la moitié comme les balcons et les loggias, mais dans la limite d'une terrasse de 9 mètres carrés. Donc ça sera maximum 4,5. Et il faut que la terrasse, en plus, elle repose sur un bâti existant. Une terrasse qui pose sur un sol, ou qui serait sur un sous-sol, mais avec une couche de terre végétale, ne serait pas pondérable. Il faut qu'elle pose sur un bâti existant, sur des fondations. Donc c'est assez complexe, et si on se trompe, on perd l'avantage du dispositif fiscal. C'est plutôt complexe, ouais. Quand je pense à ceux qui se disent juste donner les clés d'un bien immobilier, c'est déjà pénible, alors ces gens-là, il faut les diriger tout de suite vers l'administrateur de biens, s'ils ont fait un Pinel. Donner les clés, c'est que le volet de la location. Déjà, on a vu tout à l'heure qu'elle était risquée dans l'analyse du dossier locataire, des plafonds de ressources et autres, et là on voit que dans la gestion locative en elle-même, dans l'établissement du loyer, c'est pas si simple que ça. Ah non, c'est pas aussi simple du tout, même, en fait. Même moi, j'apprends quelque chose. Là, c'est pour ça qu'il faut gérer par un professionnel. Je pensais pas... Ouais, complètement. Donc on a vu une première étape qui est le calcul de la surface fiscale, par exemple pour le Pinel. Si on reste sur cet exemple du loyer Pinel, mais c'était le même pour le Duflo, le Cellier est peut-être un autre dispositif. Hein. Aujourd'hui on n'a pas de visibilité dessus, mais on a aussi le calcul donc du loyer. Donc on a vu la surface fiscale. Maintenant il y a un loyer à calculer, il y a un plafond de loyer. Si on se trompe de quelques centimes d'euros, d'un euro, on peut perdre encore une fois le dispositif fiscal total. Et là quand vous voyez à l'écran, c'est pas un calcul très simple à faire. Il faut savoir qu'en plus à chaque étape il faut s'arrêter et arrondir. Donc vous voyez que là par exemple pour le Pinel, si on prend une zone A, pour calculer un plafond Pinel, il faut calculer un coefficient multiplicateur qui sert en fait à minorer les loyers des grandes surfaces et à majorer les loyers des petites surfaces. Il faut d'abord calculer un coefficient multiplicateur, donc qui va être 19 divisé par la surface fiscale pondérée, donc on a calculé tout à l'heure, plus 0,7. On va arrondir ce coefficient multiplicateur au dixième, et il ne faudra pas qu'il soit supérieur à 1,2. Donc il faut faire ce calcul de coefficient, l'arrêter là, l'arrondir, ensuite remultiplier par la surface fiscale pondérée, et remultiplier après par les plafonds que vous voyez à l'écran. Donc si on prend une zone A, pour un bail signé en 2024, c'est 14,03 € au mètre carré, mais après l'application du coefficient multiplicateur qu'on a vu. Faut aimer les maths. Faut aimer les maths et faut être capable de le faire. Et encore une fois, il faut pas se tromper. Si on se trompe, on perd la totalité du dispositif fiscal. Donc vous avez vu qu'il y a un plafond pour des surfaces fiscales pondérées, un plafond de calcul de loyer, mais il y a aussi un plafond de ressources locataires. Ce plafond de ressources locataires, il s'entend à la signature du bail.
Donc par exemple, si on signe là, aujourd'hui, en avril 2024, on prend le revenu fiscal de référence N-2 du locataire. Donc si on signe un bail en 2024, on prend le revenu fiscal de référence 2022, donc sur l'avis d'imposition 2023. Ok. Donc le plafond 2024 sur les revenus 2022 présents sur l'avis d'imposition 2023. Faut pas se tromper. Si on demande le mauvais avis d'imposition, on peut également perdre tout le dispositif fiscal. C'est vraiment technique. Faut le maîtriser. Faut le maîtriser, c'est un métier, quoi. Il suffit pas d'ouvrir une porte et effectivement de donner les clés, de faire le tour de l'appartement, un état des lieux, c'est bien plus compliqué. On a encore après, sur le diapositive suivant par exemple, l'exemple du meublé. Le meublé, donc on peut louer en BIC, on n'est pas en revenu foncier, on n'est pas en logement nu. Le logement meublé, pour permettre d'avoir des bénéfices industriels et commerciaux, il faut respecter un décret qui a été mis à jour en 2015, que vous voyez à l'écran, et on doit avoir 11 éléments meublants. Ouais. Si on en a un qui n'est pas présent, on peut en avoir 14, mais un des 11 que vous voyez dans le décret n'est pas présent, mais tout simplement on ne peut plus bénéficier des BIC et amortir son logement, donc on perdrait... Il faudrait rendre à l'administration fiscale tous les avantages qu'on a eus. Eh ben, moi, typiquement, ça me fait penser que j'ai ma sœur qui quitte un appartement meublé en état super, etc. Bon, bref, le propriétaire lui demande, est-ce que comme vous partez, je peux faire des visites quand vous n'êtes pas là? Elle dit, pas de problème. Elle revient, le parquet était complètement amoché. Donc, en fait, c'était à l'issue des visites qui ont été organisées par le propriétaire. Et le propriétaire lui a dit que c'était elle, alors que c'est absolument pas elle qui a fait ces marques, etc. Et il lui a dit qu'il lui rendrait pas sa caution, etc. Enfin, vraiment, le propriétaire mauvaise foi. Et ben, elle, comme c'était un logement meublé, pour à un moment se défendre aussi et dire attendez, ça va pas, et ben, elle a regardé, en fait, du coup aussi, il y avait tous les éléments du meublé dans son appartement. Donc, en fait, ça peut, bon, là, c'est vraiment le cas du propriétaire de mauvaise foi, mais en fait, c'est quand même super important de faire attention à bien meubler son logement. Il y a un décret, on fait pas comme on veut, on met pas un lit. On peut pas faire ce qu'on veut, effectivement. C'est bon, et c'est plus complexe que ce qu'on pense, quoi. Exactement, d'où l'intérêt de le faire par un professionnel. Et encore une fois, quand on gère soi-même, si on s'est trompé, le risque c'est de perdre ce qu'on a, de rendre à l'administration fiscale, d'avoir des pénalités ou autre. Si on est passé par un professionnel qui s'est trompé, ça on a le droit à l'erreur, il fera fonctionner son assurance, ça sera à lui d'endosser l'erreur. À partir du moment où on signe un mandat de gestion avec un professionnel de l'immobilier, c'est lui qui gère pour le compte des investisseurs. Il ne demande pas à un investisseur est-ce que vous validez le dossier, est-ce que vous avez bien vérifié le plafond, est-ce que vous avez calculé le loyer. C'est à l'administrateur de bien de le faire. Donc s'il y a une erreur, la responsabilité c'est la sienne. Donc du coup, c'est à lui de compenser la problématique qui serait engendrée. Ouais. Bon, du coup... Je crois que là, on a bien compris. Je vais retourner voir Carl et son conjoint. Je vais leur expliquer un petit peu. de mettre en gestion son bien immobilier pour sécuriser et assurer la pérennité de l'investissement locatif. Exactement. Eh ben, merci beaucoup Thomas. Avec C'était plaisir, super. merci. C'était cool. J'espère que ça va vous aider. Et puis à très vite. À bientôt.